Bonjour. Bonjour. Charlie Lamani, bonjour. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté l'invitation d'ATL. Merci de m'inviter. La moindre des choses, ça nous fait très plaisir. Et je voulais juste préciser avant qu'on parle avec Charlie, qu'on échange, qu'ATL, je rappelle à ceux qui nous regardent, qu'ATL, Allo Tata Lolo, est une chaîne qui a été faite, une émission qui est faite pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont en phase d'orientation ou de réorientation professionnelle. Elle a pour objectif de vous présenter un maximum de métiers existants et les plus sympathiques possibles, des plus traditionnels aux plus émergents, en passant par les postes artistiques et artisanaux qui font toute la richesse de notre pays. Charlie en est l'exemple, puisqu'on va parler de cuisine en statut indépendant. Voilà, donc le but de tout ça, c'est évidemment de créer un maximum de crush professionnels entre vous et le métier de nos invités. Avant qu'on démarre, je fais un petit coucou à Maëva et Nathan qui nous accompagnent avec beaucoup d'humour et de gentillesse. Et je laisse la parole à Charlie, à qui T'es prêt ? Ah oui, 100%. Alors écoute, tu vas nous dire qui tu es et ce que tu fais de beau sur cette planète, Charlie. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Charlie, j'ai 32 ans aujourd'hui. Aujourd'hui ? Enfin, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Si quelqu'un écoute le podcast dans 10 ans, on dans 42, quoi. On a choisi ton anniversaire. Et du coup, mon métier, c'est chef à domicile. Ce métier consiste en avoir un menu que je propose à des clients. Et en fait, je me rends chez eux avec tous les ingrédients et je leur propose de mettre les pieds sous la table. D'ailleurs, c'est le nom de ma société. Les pieds sous la table, c'est le nom de ta société, c'est très mignon. Bien, j'ai cherché une expression qui désigne exactement en quoi consiste mon service. Et donc c'est mon métier, je suis chef à domicile depuis 5 ans maintenant. Ça fait 10 ans que j'ai rencontré la cuisine. Et tu dis rencontrer la cuisine comme si c'était une personne, c'est joli. Oui, ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais. C'est une personne que je pensais pas rencontrer un jour et finalement j'ai eu un coup de cœur pour ce domaine et ça fait quand même 10 ans que ça me suit, donc d'accord. Plus long que pas mal de mes relations amicales quand même. Bah oui, 10 ans sur 32, ça commence à vraiment compter. Bah justement, tu vas nous... Alors déjà, commence par nous dire un peu plus ce que ça veut dire au quotidien ton métier. Au quotidien, ça veut dire... alors déjà, je suis père de famille, donc ça veut dire aussi gérer aussi le côté un peu perso, familial. Donc au quotidien, on va dire que je commence par gérer ces aspects-là. Et ensuite, je me fais mon petit bureau à domicile, car je travaille depuis chez moi. Mmh. Et je commence par gérer tout ce qui est un peu administratif, tout ce qui est secrétariat, on va dire. Donc je réponds aux formulaires que je reçois à travers mon site web, donc de clients qui me démarchent pour avoir des informations. Puis je regarde la liste des choses que je dois préparer pour le dîner du soir qui vient. Je vois si je dois aller acheter des choses, si je dois faire un marché, etc. Bon, je m'organise. En fonction d'eux. Je commence ma journée, je pars avec ma petite voiture, je fais mes courses, je fais mon marché, et puis je repasse par chez moi, je prends toutes mes affaires et je me rends chez le client. D'accord. Vers quelle heure du coup là? J'arrive en général autour de 18h pour un dîner qui commence vers 20h. D'accord. Et je passe ma soirée à cuisiner, à présenter mes menus, à rencontrer les gens qui font partie de cette soirée-là et à les servir. Puis je débarrasse tout et les gens sont invités chez eux. Voilà, exactement, d'où la formule, laisser les pieds sous la table. Ils font strictement rien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils te donnent juste les consignes, comment ça marche en amont, comment tu les rencontres et comment vous choisissez et sur quoi tu t'engages quand tu fais ce genre de choses. Bien sûr. Alors pour me rencontrer, il y a soit, on parle de cuisine, donc il y a de la bouche aux oreilles. Mes clients déjà conquis qui ont goûté ce que j'ai préparé vont en faire part aux oreilles de leurs amis ou de leur famille et ces personnes-là vont à leur tour me téléphoner, soit déjà convaincus par l'argumentaire de leurs proches, soit vont me demander des renseignements. Ça, c'est le premier vecteur de contact. D'accord. Plus ceux qui ont mangé déjà. C'est ça. Autour de la table, il y en a qui ont mangé autour déjà, de la table, soit qui n'étaient pas, mais c'est super, hein, il y a un grand bouche à oreille vraiment principal. Et puis après, j'ai tous les canaux de communication différents. J'ai une page Google avec à ce jour 108 avis 5 étoiles. C'est super, très fier. J'allais la voir. Voilà. C'est bien référencé. J'ai un super site web. J'ai un Instagram qui marche bien aussi. J'essaye d'être présent sur toutes les plateformes pour que la personne qui me cherche tape quelques mots-clés sur Google et tombe sur... C'est quoi les mots-clés alors? Tu dis quelques mots-clés, on met quoi? Chef à domicile? On met chef à domicile, Paris.
Ouais. Voilà, et en général, j'arrive dans les 4 ou 5 premiers résultats. Très bien. Comment tu t'es fait conseiller pour mettre tous ces canaux de diffusion en marche? Eh bien, Tout comme un grand ou tu as des gens qui t'ont aidé? Dans le cadre de mes études, parce que j'ai commencé par faire des études de droit. Ah bah on y venait, bien Voilà. sûr. J'ai commencé par faire des études de droit. J'étais aussi engagé dans une association étudiante dans laquelle j'apprenais un peu à tout faire et notamment toucher un peu à la communication. Donc j'avais un peu conscience de l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux. Et on va dire que pendant la période du premier confinement, j'en ai profité pour me former tout seul à WordPress et aux réseaux sociaux pour mettre en place une stratégie de communication, une stratégie de présence sur Internet. C'est très bien. Alors du coup là, on a parlé de ce que tu pouvais faire pour les clients. Et donc, tu dis que ça fait 10 ans, sur tes 32 ans, et tu as fait des études de droit avant. Oui. Tu as été assez loin en droit ou pas? 3-4 ans? Troisième année. Troisième année, Oui. D'accord. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Bien sûr. Parce que ici, on est quand même très, très obsédé par la notion de crush professionnel et de vocation. Donc là, j'ai envie de savoir si c'est une vocation chez toi ou si tu es vraiment l'exemple même du crush professionnel. Je sais pas, tu vas me dire. Je ne pensais pas du tout être cuisinier un jour dans ma vie. D'accord. Donc c'est mal barré pour la vocation. C'est pas une vocation. Voilà. Ou alors c'est une vocation qui se découvre sur le tard, si on peut dire que 22 ans, 23 ans c'est tard. Mais disons que dans tout mon parcours du collège au lycée jusqu'à l'université, dans mon entourage, on n'a jamais évoqué la possibilité de faire des métiers manuels une carrière. C'est pas quelque chose qui était très mis en valeur ou qui était très privilégié. Donc moi, pour le coup, j'ai jamais envisagé en fait ce corps de métier ni un autre. Et il fallait absolument pas s'arrêter en troisième. Il fallait absolument pas faire un lycée technologique. D'accord. Il fallait, dans le meilleur des cas, viser le bac S scientifique. Je parle de l'époque de 2008. Et moi, un peu, j'ai pas fait bac S parce que je voulais absolument pas faire de la science, ça me parlait pas plus que ça. Donc j'ai fait un bac ES. Et bon, je suis allé au centre de l'information et d'orientation pour trouver ma voie. Ah, très bonne expérience. Je n'étais pas tout seul. Et je suis tombé en face de quelqu'un qui apparemment n'avait pas trouvé sa voie non plus. C'est souvent le cas. C'est ce qu'on constate souvent. Je me suis dit comment lui va me convaincre de ce que je veux faire de ma vie. Et il a pas réussi. Il m'a sorti plein de fiches, etc. Je trouvais ça hyper compliqué et inaccessible, surtout pour quelqu'un qui a 16, 17, 18 ans et qui n'a pas d'expérience autre que d'avoir grandi dans une petite ville. J'ai grandi à Sarcelles, où on va dire que le champ des possibles n'est pas forcément immense. Oui, c'est clair. Voilà. C'est pas simple. Et donc je me suis dirigé vers la prépa Sciences Po après avoir eu mon bac ES. D'accord. J'ai voulu faire Sciences Po Paris. J'ai fait une prépa pendant un mois au mois d'août. J'ai passé le concours que je n'ai pas obtenu. C'est là où j'ai compris l'écart énorme qu'il y avait entre ma formation dans un lycée sarcellois et un autre dans des plus grands lycées. Et ça fait quoi ça quand t'as compris ça fait quoi? Sous le pied parce que moi j'arrive avec toutes mes connaissances. Vraiment, je connaissais tout le programme d'histoire par cœur, mot pour mot. Et en fait, le prof de la prépa m'a dit la question c'est pas le point n'est pas de connaître par cœur, mais il fallait problématiser. Et on n'apprend pas en 3 semaines à problématiser un sujet. Donc il y a un problème de méthodologie. Bref, donc j'ai compris que j'avais beaucoup de travail. Je me suis inscrit en histoire pour faire une passerelle. En histoire, j'ai rencontré 3 nanas très sympathiques qui m'ont dit on se réoriente en droit. Je leur ai dit bon bah je vous suis moi aussi, je vais en droit. D'accord. Donc tu suis les jolies filles. Voilà. D'accord. Je n'avais pas une destinée, j'avais pas un point de chute ni quelque chose de tout à fait dessiné. Et puis au bout à la fin de ma 3e année de droit, en 4 ans, je fais première, deuxième, troisième année, j'ai eu un trop plein en fait, et je me suis dit je suis pas là où je devrais être, et ce que je suis en train de faire ne me parle pas. Et lorsque je m'adresse à des personnes qui ont 4 ou 5 ans de plus que moi dans ce domaine-là, je ne veux absolument pas être à leur place dans 5 ans. Oui, tu résumes bien le truc là. Oui. Ça a été brutal chez toi? C'était un choc, ouais. C'était un choc. Il y a quelque chose qui a déclenché ça à ce moment-là ou c'est comme ça dans la rue en fait, physiquement, je n'arrivais pas à me résoudre, à me rendre au partiel du dernier semestre de 3e année. D'accord. Je me suis dit, en fait, je ne veux pas
je ne veux pas m'offrir la chance de réussir au risque de continuer dans la mauvaise voie. Ok. Donc, t'as bugué, mais dans le bon sens du terme, quelque part. Oui, Ouais, c'est quelque un part. bug positif, ça. Oui. Bon, on va dire que je me suis interrogé, peut-être un peu trop tard, sur qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux faire de ma vie. À ton rythme, c'est pas Voilà, tard. à mon rythme, T'as quoi, en tout cas. t'avais 22 ans? Oui, j'avais 21, 22 ans. C'est tout jeune, hein. Je trouve pas que c'est trop tard, mais bon, Non. par rapport au moment où on choisit son orientation, il y avait 4 ans qui se sont T'as des écoulés. bas endroits maintenant, c'est bien. Comment? C'est pas perdu, t'as des bas endroits. Ça m'a servi. Bien sûr, ça va Oui, te bien servir sûr. toute ta vie. Pour monter hein. une société, on a besoin de... Exactement, donc d'avoir ça. c'est tout bénef. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu bugs en te disant je suis pas à la bonne place Mhm. et après la cuisine, genre, tu vois, Bien sûr. c'est assez surprenant. J'ajouterais que beaucoup de défauts que je pensais avoir, comme de la fainéantise ou un problème dans l'acquisition de connaissances Oui. ou de toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que non, je ne manque pas de capacité, je ne manque pas de potentiel, juste je suis pas au bon endroit, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Je suis parti à l'étranger, un peu sur un coup de tête, et j'ai postulé dans un restaurant pour être serveur, Mhm. pour faire un job en attendant de trouver ma voie. D'accord. Et ce restaurant ne recrutait pas de serveurs. Ok. Et ils m'ont dit, mais par contre, on cherche des cuisiniers. Et t'as dit je suis Et cuisinier. je leur ai dit, je suis cuisinier. Faut y aller au culot dans ces cas-là, oui, C'est effectivement. ça, c'est ça, bien Ils sûr. t'ont pris comme cuisinier. Et le lendemain, j'ai fait ma journée d'essai. Et en fait, il était en sous-effectif, donc il n'avait pas d'autre choix que de me garder et de me former. J'ai été formé pendant 2 semaines de manière assez intensive par un gars que je considère comme un de mes mentors aujourd'hui, C'est bon. et qui m'a beaucoup appris avec beaucoup de patience. Et très rapidement, en mettant la main à la pâte, c'est le cas de le dire, j'ai senti que quelque chose se passait en moi et que je trouvais de l'intérêt et du plaisir dans ce que je faisais. À l'époque, je fumais. Je fume plus depuis un moment. Et à la pause, je suis sorti pour fumer ma cigarette et le restaurant il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur la salle du dîner. Et je me suis rendu compte que en un service de 2 heures, on avait satisfait plus de 150 personnes. D'accord. Alors que s'il était resté dans le droit, j'aurais pu mettre des années à peut-être satisfaire une des 2 parties au procès. Et j'ai compris que ce qui me plaît dans ma vie, c'est avoir du concret et réussir des choses dans un temps plutôt défini et aussi faire plaisir aux gens. D'accord. Et là, du coup, tu t'es dit Je me suis dit, tant que je suis dans cet endroit, je continue à faire cuisinier parce que ça marche bien. Ok. Ma femme, enfin celle qui est aujourd'hui ma femme, à l'époque c'était ma fiancée, était avec moi dans ce pays. Après on a décidé de retourner en France. Ouais. Et un hasard, je parle plus de hasard aujourd'hui après toutes ces années parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je vais dire plus des synchronicités que des hasards. Être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et surtout, et c'est un conseil que je donnerais, être ouvert, avoir les oreilles grandes ouvertes pour essayer d'entendre ce que votre destinée veut vous communiquer. Et le lendemain de mon retour, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon futur employeur par hasard. Incroyable. Devant une terrasse d'un restaurant. Incroyable. Et cette personne m'a ensuite présenté à d'autres, etc. Et ça m'a fait rentrer vraiment dans le monde de la cuisine. D'accord. Donc sans avoir on va dire, sans être proactif, la transition s'est faite naturellement, en France. c'est extra. Et alors du coup, en formation cuistot pure et dure, tu n'as pas. Je n'ai que de l'expérience C'est que dans les l'expérience. restaurants. Voilà, c'est pour ça que je trouve ton profil extrêmement intéressant. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas de formation, qui ne peuvent pas, ou pour question de temps, question d'argent, on peut se donner les moyens parfois, mais la preuve en est qu'on peut aussi ne pas avoir de diplôme et s'en sortir très bien comme Charlie et avoir une belle vie équilibrée. C'est, je crois, un des Aujourd'hui, objectifs principaux. C'est ce que j'ai cru comprendre. L'objectif de ma vie, c'était d'avoir un travail qui me permette de vivre tout ce qui se passe avant et après le travail. C'est joli comme définition, d'accord. Voilà. Profiter de tout. Pouvoir profiter. Je ne voulais pas vivre au travers de mon travail, même si aujourd'hui c'est une passion, donc c'est quelque chose de plus. J'en suis heureux. Mais pour moi, la priorité, c'était vraiment vivre
vivre des belles choses, faire des voyages, fonder une famille, voir mes amis, etc., etc. Et le monde de la restauration est un peu, voilà. C'est pas fait pour ça, la restauration. Oui, c'est tout à fait incompatible, même c'est très prenant au niveau horaire. Et si on regarde les statistiques des célibataires de longue durée, la restauration et l'hôtellerie arrivent presque en premier avec une partie du médical. Donc oui, tu avais raison. Il y a 50% qui sont célibataires et 50% qui ne le sont pas encore. Qui sont pas. C'est ça. Pas encore, c'est divorcé, ouais. Et donc, toi, tu as réalisé ça à ce moment-là, quand tu as pris conscience et que tu as voulu faire ce métier-là, parce que tu n'as pas commencé indépendant. Donc, tu as été cuistot chez les autres pendant un moment? Le premier restaurant où j'ai travaillé, j'avais un collègue qui avait la quarantaine. Et en fait, il était 1h du matin. Lui, il avait 2 filles à l'époque. Et à 1h du matin, il brossait le sol avec moi. Moi, j'avais 22 ans. Et je le regardais et je me suis dit, dans 20 ans, je ne serai pas toi. Alors lui, il avait peut-être pas le choix ou il était peut-être contraint de faire ça. Mais du coup, j'ai eu ce recul-là de me rendre compte que si je veux ne pas être dans cette situation dans 20 ans, il faut que je m'y prenne dès à présent. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat pour pouvoir dessiner le planning de ma vie professionnelle. C'est très bien. Et de ta vie tout court, d'ailleurs. C'est de ce qu'on a entendu. Et donc de ma vie, bien sûr. Du noyau dur et de ta petite, en disant, il faut... voilà. Donc, et tu as dit, au niveau timing, le matin, tu t'occupes d'eux. Visiblement, tu fais surtout les dîners. Tu travailles surtout le soir, en fait. C'est principalement les dîners. Bien sûr, c'est principalement les dîners. C'est génial. Ça te fait une vie très complète, en fait. OK. Donc, si je te demande, quand est-ce que ça t'a pris la première fois à la cuisine ? T'as pas des souvenirs d'enfance, un père, une mère qui cuisinait, rien du tout? J'essaye de m'accrocher, on va dire, à un souvenir que j'ai. C'est celui de ma grand-mère, la mère de ma mère, qui a toujours reçu une grosse dizaine de personnes lorsqu'on faisait les déjeuners ou les dîners, avec une minutie, avec un soin, avec une organisation. Il y avait l'apéritif, les entrées, les hors-d'œuvre, les tourtes, le plat de poisson, le plat de viande, le dessert, les fruits et les petits gâteaux pour accompagner le café. Mon Dieu. Et chaque étape avait sa vaisselle, sa petite cuillère, son truc. Et je la vois venir avec le chariot de service. Roulante, oui, c'est exactement. Sûr, oui. Obligatoirement. Et c'était un art. Alors, je ne sais pas si mon goût pour la cuisine est né de cela, mais je sais qu'aujourd'hui, dans le soin que je mets dans mes prestations, ça joue beaucoup. Il y a au moins une partie de goût du service dans ce qu'on entend. C'est pas la cuisine, c'est au moins d'être dévoué à l'autre, d'apporter du bonheur. Parce que quand tu fais des repas qui en finissent plus comme ça, il faut avoir du courage, du goût, de l'envie et de la générosité. Et c'est ce qu'apprécient mes clients. Ouais. Je dis ça parce que j'ai tenté il y a quelques temps de déléguer mon travail à des personnes que j'aurais formées pour aller cuisiner à ma place. Et mes clients fidèles et réguliers m'ont dit non Charlie, je veux toi. Parce qu'ils ne m'appellent pas pour ma recette ou pour le confort de mettre les pieds sur la table, ils m'appellent parce que ma personnalité est une valeur ajoutée à leur soirée. Bien sûr, c'est certain, quand on te voit, on les comprend, oui. C'est tout à fait normal. Parce que non seulement t'es cuistot, mais en plus tu donnes envie, quoi. Et puis tu fais rire, parce que t'es quelqu'un de jovial, et on sent que tu es généreux. Alors je vais vous dire, sur ce point-là, parce qu'on parlait de formation et de parcours de cuisine, on va dire que le parcours standard d'un cuisinier, on va dire qu'autour de 14, 15 ans, 16 ans, il va en apprentissage, donc dès cet âge-là, il est formaté cuisine. Il connaît que des cuisiniers, voire des pâtissiers. Il a un rythme il commence avec un rythme d'écolier de la cuisine. Et les personnes que j'ai rencontrées quand j'ai commencé dans la cuisine parlent encore avec un truc très infantilisé. Ils sont encore à l'école. Le chef, c'est papa ou alors le professeur. C'est des brigades en cuisine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ça. Ouais. Et le fait d'avoir eu ce décalage et ne pas avoir eu ce parcours-là, ça fait que lorsque je suis arrivé dans le monde de la cuisine, je suis venu, mais sans ces astreintes-là, à respecter les ingrédients qu'on met pour faire une telle sauce, à respecter une hiérarchie, à respecter un mode d'organisation. Alors, après, j'ai réussi à acquérir
de la méthode, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, on va dire que ça, aujourd'hui, ça joue en ma faveur. En ta faveur, parce que tu n'es pas académique. C'est ça. Voilà, et c'est ce qui fait ton charme et ta créativité, je suppose. J'ai le droit de sortir des sentiers battus. Ah ben, comment c'est certainement ce qui fait ton plus gros atout. Et alors, juste comme ça, pour le plaisir, donne-nous, je sais pas, ta recette, la méga kiff de toutes tes recettes, ce serait quoi aujourd'hui? Les recettes, j'en ai plein. T'en as plein, oui. J'ai un menu qui sort tous les 4 mois, au gré des saisons. Donc, pour parler de celui qui vient de sortir, là, il y en a un que j'ai servi encore hier soir. C'est, en fait, c'est un cannelloni. Oui. Donc une pâte ronde pour les non-initiés. Un cannelloni qui est garni d'une crème de patate douce rôtie caramélisée au four avec du bœuf mijoté à la menthe, crème de cacahuète, coriandre menthe et une sauce sésame légèrement piquante. Ça a l'air d'être une tuerie. Mélange de parfums et d'origine, de goût. De parfums, de goût. Je suis sûr que la Maëva derrière la caméra, elle se sent pas très mal. Dès que tu dis patate douce, quelle que soit l'heure de l'enregistrement, ça lui parle. N'est-ce pas, Maëva? J'ai en tête une cliente il y a quelques semaines qui alors elle était normande, donc ça c'est une cuisine un peu méditerranéenne, elle n'avait pas trop l'habitude. Elle a goûté et je la revois manger parce que je suis là quand il mange. C'est super, c'est gratifiant. Et moi je fais, on voyage. C'est sympa. Voilà. C'est aussi créer ces émotions, c'est aussi quelque chose qui est très motivant et qui est très énergisant dans ma vie. D'accord, donc il y a une dimension humaine qui est évidente. Bien si tu sûr. n'avais pas choisi la formule à domicile. Si tu avais peur de l'humain ou si c'était pas ton truc, tu irais pas chez les gens. Tu vas chez eux. Je ne suis pas dans un restaurant et je ne fais pas de livraison, car ce qui me stimule, c'est de rencontrer les personnes qui vont goûter et qui vont me faire un retour. Parce que à 23h45, quand on a fini les services et qu'il faut nettoyer et ranger toute la cuisine, c'est les compliments qu'on a obtenus en fin de prestation qui me donnent la force d'aller terminer le travail. Et c'est ça qui me fait progresser et être plus fort au quotidien. C'est très sympa. Et puis ça donne envie ce que tu racontes. Si je te demande pourquoi tu l'aimes vraiment ce métier, justement, puis tu viens d'évoquer une partie là. Mais vas-y, balaye tout ce qui te vient à l'esprit. Pourquoi tu l'aimes ce métier et pourquoi tu le fais depuis maintenant 10 ans et après. Déjà, ce que j'aime dans ce métier, je vais parler plutôt de mon activité, ce que j'aime, c'est que c'est moi qui l'ai créé. C'est vrai. Donc c'est un peu comme je fais aussi un peu de poterie en hobby. Et pourquoi je parle de ça ? C'est le fou rire du jour. Parce que dans la poterie, on crée quelque chose. Et en fait, si vous créez un vase, ou si vous l'achetez chez Ikea, vous allez aimer votre vase parce que c'est vous qui l'avez créé. Même si c'est le même. Hein. Bien sûr. Et je fais le parallèle avec mon activité. Je me revois encore assis sur mon bureau en début de période de chômage, en train d'essayer d'esquisser le logo de ce qui allait devenir le logo de l'épée sous la table. Et de penser un peu le concept, réfléchir aux tarifs. J'ai passé des jours et des jours à noter les différents prix des différents commerces de proximité pour savoir comment j'allais faire mes achats, etc. Donc, une idée, oui. C'est quelque chose que j'ai commencé vraiment de zéro. Et quand je vois qu'aujourd'hui c'est un projet qui me fait vivre et qui a de l'avenir, rien que ça déjà c'est une bonne raison pour moi de le poursuivre et de l'aimer. Deuxième chose, les gens que je rencontre, c'est j'ai vu énormément de personnes. Imaginez-vous 3 à 4 soirs par semaine, toutes les semaines pendant 5 ans. Avec des gens différents. Bien sûr, et des milieux différents, des gens différents. Des milieux différents, des villes différentes. Ambiances, J'ai travaillé de Djerba à New York, dans différents coins de France également. C'est génial, ça faut le préciser, donc qu'il y ait du mouvement, que tu peux aller plus loin. Toi, tu vas là où on te demande. Exactement. Et comme le bouche à oreille se fait assez facilement, eh bien tu surfes là-dessus, et c'est génial. T'as pas de limite géographique, et Oui, j'ai cru comprendre que tu es parti une quinzaine de jours en Tunisie. Avec femme et enfant, je crois, en plus. Oui, la première fois seule. Et en fait, comme j'ai convaincu par mon travail, la fois d'après, ils m'ont dit tu peux revenir. Je leur ai dit oui, mais il faut que je vienne avec. C'est génial, hein, c'est quelque chose d'agréable à vivre, ça. Et j'ai rencontré du coup les cuisiniers tunisiens avec leur tradition, leur manière de faire. Leur accueil. Tunisie, ils accueillent très bien, bien sûr. Incroyable. Mais la cuisine, en fait, pour moi, c'est vraiment le tableau d'une personne. Et je trouve aussi que en allant cuisiner au domicile de mes clients, en général, quand quelqu'un vous invite,
c'est pas qu'il vous fait pas visiter la cuisine, mais bon, c'est pas une pièce. Non. Voilà. Alors que moi, je rentre dans leur intimité. Ben oui, c'est vrai. Dans leur cuisine. La cuisine et la salle de bain. J'ouvre leur placard, leur casserole, le truc, j'ouvre le frigo, etc. Et je suis en un quart d'heure, et des fois ça déstabilise mes clients. T'es chez toi. En un quart d'heure, je suis chez eux, chez moi. Ouais. J'ouvre, je me sers, etc. Et ça instaure quelque chose de particulier dans la relation. Il y a des familles que je suis tous les 6 mois, depuis 3 ans, 4 ans. Et on se connaît très bien, quoi. Donc cette dimension humaine complète, fondamentale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est enfin après 10 ans d'expérience, qu'est-ce qui est prédominant? La partie culinaire, qu'est-ce qui t'éclate le plus? La créativité culinaire, la cuisine en tant que telle, ou la partie humaine, ou c'est à peu près du 50-50? On va dire que c'est du 50-50, parce que le point de départ, c'est quand même la cuisine. Si je propose pas quelque chose de qualité, les clients vont pas forcément m'appeler, ou alors ils vont m'inviter à prendre le café, mais voilà, quoi. C'est ça. Mais moi, là où je trouve mon épanouissement, c'est dans cette rencontre avec les gens, et également des fois de hasard nous amène à rencontrer des personnes entre guillemets inaccessibles, des ultra VIP. Alors on est dans un domaine très privé, ou des personnes extrêmement atypiques, avec une manière de vivre, un appartement spécial, etc. Et je le dis ça souvent en rigolant, je pense qu'en 5 ans j'ai visité plus d'appartements qu'un agent immobilier. Ah ben probablement. Et quand je sillonne les rues de Paris avec ma voiture, je regarde les immeubles, je fais là je suis allé, là c'est génial. Là j'ai fait 2 appartements. Ouais, c'est super. Ouais. C'est super. Est-ce que t'as justement pour le fun un exemple d'expérience insolite que t'aurais eu ou qui t'a super marqué dans ces années-là? Allez, vas-y, fais-nous plaisir. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne sait pas du tout cuisiner. C'est vraiment, enfin elle l'essaye, mais à chaque fois elle trouve que c'est mauvais, etc. Et elle m'a invité, elle m'a demandé à en fait, elle voulait que je prépare tout et faire semblant que c'est elle qui avait tout préparé. Pour son chéri, pour sa famille, pour ses amis. Pour ses amis, d'accord. Voilà. Et en fait, je cuisine, et entre la cuisine et le salon, il y avait de grandes portes en bois coulissantes. Ouais. Et lorsque les invités sont arrivés, elle a fermé les portes en bois. Elle s'est occupée de servir les plats, etc. Et tout le monde disait, mais non, mais je te crois pas, c'est pas possible, c'est pas toi qui as fait ça. Elle disait, si, bien sûr. Mais non, mais c'est tellement bon, c'est excellent. Et à la fin du dîner, comme elle a ouvert les portes, et en fait j'étais là. C'est très sympa comme idée, c'est vraiment une très très bonne idée. Et une autre expérience aussi, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille. Vas-y, explique. Je fais un dîner chez une jeune fille, et on papote, ça se passe bien. Sa mère était chez elle, enfin était là, et elle me dit, c'est l'anniversaire de mon mari, dans 3 semaines vous pouvez venir chez moi. Je lui dis, pas de problème. 3 semaines après, je vais chez la maman, et je sais pas pourquoi je l'avais enregistré dans mon répertoire avec le nom de famille de ma mère. D'accord. C'était une erreur. Et je lui dis, vous vous appelez comme ça c'est le nom de famille de ma mère, c'est Gage. Je lui dis, vous vous appelez Gage? Elle fait, non, pas du tout. Je dis, j'ai dû me tromper, je vous ai noté Gage. Elle fait, mais par contre, j'ai de la famille Namani. Ah, c'est génial. Je dis, ah bon, mais c'est bizarre. Je dis, ouais, ça doit être. Et je connais une grosse partie de Namani qui sont pas de ma famille. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc elle me parle de ça, je lui dis, oui, parlons. Et je vous passe les détails, mais on discute, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Et on finit par appeler mon père en FaceTime. Et cette dame a appelé sa mère, et sa mère racontait à mon père quand ils ont accueilli les parents de mon père, quand ils ont quitté Oran et qu'ils sont installés à Marseille. Bah, c'est génial, ben oui. Et on s'est trouvé petits cousins au travers d'une. Mais c'est adorable, surtout comme tu dis, tu rentres vite dans l'intimité des gens. Ils te confient leur cuisine, mais en plus ils te laissent faire des choses à leur place. Donc c'est vraiment te laisser les manettes. C'est ça. Pleinement. Et en plus tu rentres dans l'intimité. A priori la cuisine c'est une étape. Mais après je suppose que tu discutes tu disais tout à l'heure, tu discutes avant le dîner avec eux. Après tu vas encore. Et après, 60 à 70% selon
comment j'ai avancé, comment mon niveau d'énergie est maintenu. Très très souvent, à la fin de la prestation, on m'invite à prendre un verre, je discute avec eux, rejoindre la table avec eux, je suppose, bien sûr. Partager le dessert, des choses comme ça. Et c'est toujours des bons moments de rencontre. Des fois, je suis très fatigué, mais je suis là pour ça, et eux m'appellent aussi pour ça, donc ça me fait plaisir. Et ça se fait dans la détente, je suppose, quand c'est pas des gens, tu tombes sur des gens sympas. T'as pas d'aide, que tout le monde comprenne, tu bosses tout seul? Je bosse généralement tout seul, on va dire que jusqu'à 12 personnes, je suis tout seul. Mais au-delà de 12 personnes, j'ai tout un petit réseau de serveurs, serveuses, de maîtres d'hôtel, d'assistants cuisiniers que je peux appeler en extra au besoin. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un petit mail. Et puis voilà, c'est... Oui, et des fois, quand il y a des grosses périodes, par exemple la période de décembre qui est assez intense, même s'il y a 10 personnes à table, mais si j'ai 5 dîners d'affilée, je vais prendre quelqu'un avec moi pour m'assister, pour récupérer, parce que ça demande beaucoup d'énergie et de bonnes conditions physiques. Bah bien sûr, c'est ce que j'ai porté tout ce que tu portes, pour quand tu es de repas de 12, 10, 15, 20 personnes, il y a une vraie charge physique dans tout ça. Et on reste quasiment 7 heures debout. Ouais, c'est déjà assez costaud. Hein. Quand tu... Ce que je vais te demander, c'est également qui est important, c'est donc pour toi, on va pas le mettre c'est pas une vocation, mais vraiment c'est un croche professionnel ce qui est arrivé. C'est super intéressant justement parce que c'est un bon exemple de ce qu'on a envie de créer et de faire ici. Tu voulais dire quelque chose, j'ai vu? Oui, en fait, pour ceux qui nous écoutent. Si je devais résumer en tout cas ma trame de la quête de mon avenir, ne pensez, s'il y a certains d'entre vous qui se trouvent dans une détresse ou qui se sentent perdus ou qui se sentent inondés par tout un tas de propositions, ne vous inquiétez pas parce que au bout de quelques mois ou quelques années, au final, si vous trouvez l'endroit dans lequel vous vous sentez bien, les années que vous avez passées à chercher cet endroit ne comptent plus. Mais en revanche, si vous vous obstinez à vous forcer dans une voie qui ne vous convient pas, vous aurez perdu. Enfin, vous n'aurez pas pleinement profité de toutes ces années-là. Bien sûr. Alors, sachant que ce que j'ai envie de te demander, c'est si t'écoutais au bout de 10 ans, si je te donne une baguette magique là maintenant, est-ce que tu modifies quelque chose dans ton parcours justement, et si oui, quoi? C'est particulier comme question parce que je crois que chaque petite pierre qui s'est ajoutée sur l'édifice de mon parcours fait de moi ce que je suis aujourd'hui et fait de mon activité ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question, dans un corps de métier où les diplômes, les formations, les concours, le fait d'être ou pas meilleur ouvrier de France sont, on va dire, des repères entre collègues ou entre personnes qui pratiquent le même métier, c'est très difficile d'évoluer dans cet environnement sans avoir de formation, sans avoir un papier qui dit « moi aussi, je suis des vôtres » ou « je suis des nôtres, je suis cuisinier ». Et ça m'a porté préjudice à quelques moments, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, à un point où moi je crois en ce que je propose, je sais que c'est bon, ça a convaincu pas mal de personnes et j'ai parlé tout à l'heure de mes avis sur Google et je m'y accroche comme un livre d'or, comme témoin de c'est très bien, ce que je sais faire. Bien sûr. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, tous les soirs, lorsque je sers la première assiette, j'ai le souffle coupé jusqu'au premier. C'est bon. Et là, tout retombe. Parce que quelque part, le fait de ne pas avoir été validé par une autorité ou par un corps de métier, et ben tous les jours, j'ai besoin d'être à nouveau revalidé. Donc je pense que peut-être que si j'avais... aujourd'hui, c'est difficile de le faire parce que dans mon rythme de vie, entre ma famille, mon travail et le manque à gagner financier, si tu t'arrêtes pour faire une formation, bah voilà, la question se pose. À l'époque, vu que j'étais encore sous le coup de Pôle emploi, des choses comme ça, j'aurais pu peut-être bénéficier d'une formation courte, mais qui m'aurait mis
une corde à mon arc. Clairement, mais voilà. il y a pas d'âge, hein, tu pourras le faire quand tu voudras, mais en formation continue, il y a plein de formules. Hein. Peut-être. Si vraiment tu veux, oui, Peut-être. tu gardes ta vie de famille, tu fais ton taf et puis tu prends un peu le soir et ça se fait. Il y a toujours moyen. Si ça t'allège de ce sentiment d'imposteur qui est quand même un peu pénible, Bah, ça vaut le coup. Sinon, laisse tomber, tu vois. C'est ça. Moi, je préfère travailler mon syndrome de l'imposteur plutôt que réapprendre toutes les bases que alors donc tu as la réponse. Ouais. Alors une question importante, qu'est-ce qui fait que ce métier te va bien? Là je te parle de toi. Fais pas le modeste et dis-moi qu'est-ce qui fait que ça colle et que tu t'éclates. Je suis pas Allez, vas-y. avec le modeste. Premièrement, on ne se lève pas tôt. D'accord. Je peux dormir. Au moins c'est franc, ouais. Voilà, il peut dormir, important. d'accord. J'ai toujours été j'ai jamais été un lève-tôt en fait. Le matin, je mets du temps à démarrer ma journée. Ça doit parler à Nathan de l'autre côté de la caméra. Je crois très clairement. Il y a une résonance là. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, je trouve du sens dans le concept de bien manger. Pour moi, c'est important. Explique-moi ça. C'est-à-dire que si je pars en vacances ou même dans mon quotidien, je ne peux pas passer une bonne journée si mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner ne sont pas des repas. D'accord. Je ne peux pas acheter un sandwich dans un supermarché préfabriqué et me dire bah tiens, j'ai plus faim, passons à autre chose. Pour moi, les temps du repas sont des temps importants. C'est très important, oui. Tu te remplis pas, tu manges et tu manges bien, tu manges bon pour de la qualité. C'est ça, et je mange lentement. Ta morphologie, tu t'es loin de te gaver, ceci dit, de quelqu'un qui mange de façon intelligente. Je peux me gaver, j'ai déjà fait des japonais limités, des choses comme ça, mais bon, c'est pas ça c'est un must, hein. Surtout chez les garçons, ça les fait rire, ça. Oui, bon, c'est plus voilà, c'est pour rigoler plutôt, mais voilà, en fait, c'est important pour moi de bien manger, et je parle de ça parce que j'ai réalisé en ouvrant les frigos de pas mal de familles, que en fait des fois il y a beaucoup de choses que moi je n'aurais jamais chez moi. Alors c'est pas une coquetterie, hein, mais c'est simplement que pour moi j'ai besoin de bien manger. Donc ne pas se lever tôt, bien manger. et donc avoir envie et comprendre l'importance de préparer des bonnes choses à manger. Ouais. Même si je suis très fatigué ou j'ai pas la tête à ça, je ne bâclerai jamais la préparation d'un repas. Pour mes invités, pour mes clients, parce que pour moi c'est très important. Et troisièmement, le fait que chaque soir je suis chez un client différent et que je lui propose un menu différent, que je prépare dans une cuisine différente, c'est quelque chose qui me stimule et qui me motive. Travailler dans un restaurant au même endroit, avec la même plage horaire, avec la même équipe et proposer les mêmes menus en 2 semaines, c'est fini pour moi. J'ai besoin on a compris que tu avais de pas renouveau. Routine, bien sûr. Voilà. Ça se sent dans ce que tu dis, dans ta façon d'être aussi. Ok. Et le 4e point, pourquoi ça colle avec ma personnalité, c'est la malléabilité de mon emploi du temps. Il y a 1 mois, j'ai décidé de partir 8 jours en vacances en pleine période hors vacances scolaires. Hors vacances scolaires, et donc j'ai posé mes jours avec mon patron et je me suis dit oui, il t'a dit c'était oui. ok. Et ça correspond avec ma philosophie de vie qui est de donner priorité aux expériences de vie et pas à la carrière. D'accord, aux expériences de vie dont ton travail fait partie, mais pas que. Tous les paramètres de ton existence. Ce que je fais dans mon travail fait partie de ce que j'aime. Mais le travail n'est pas ma raison de vivre. On l'a compris, tu l'as dit dès le début, effectivement, de façon très précise. Et c'est important de l'accepter parce que il y a beaucoup dans notre société, il y a une grosse valeur autour de l'importance du travail, de la carrière, si tu vas pas au travail tous les jours, et t'es pas un mec bien. Si tu es au chômage, il faut vite sortir du chômage. Et je trouve qu'on se laisse pas assez de temps ou d'espace pour penser les choses ou pour accepter qu'en fait, moi j'ai pas forcément envie de travailler au même niveau que quelqu'un qui ferait ça tous les jours ou de manière extrême. Et c'est pas grave. On me parle aussi souvent de mais ça a l'air de bien marcher ton activité, tu voudrais pas te développer un peu plus, déléguer, ouvrir d'autres succursales. En fait, je pourrais, mais aujourd'hui je suis heureux comme ça
Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Alors pourquoi faire plus? Pourquoi toujours vouloir faire plus? Absolument, c'est la question que j'allais te poser. En termes de salaire, ici, il n'y a pas de tabou et c'est important pour les jeunes qui nous écoutent. S'ils veulent faire comme toi, est-ce que c'est modulable? Est-ce que tu peux dire, je vais faire ça, ça me laisse le temps à côté de vivre, ça va me rapporter 3, 4, 5, 6 machins par mois, et tu modules ton truc et tu le choisis, ton salaire. Est-ce que c'est faisable tel que tu fonctionnes aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut envisager ça? Évidemment, on ne va pas prendre l'argent chez les gens. Donc, on ne peut pas décider de combien on gagne, à vrai dire, mais si on travaille bien, on peut le faire. Déjà, il y a deux choses. Il y a des sites internet qui vont référencer votre page de chef, et vous allez être rémunéré par ce site-là, qui prend une commission, etc. Donc, vous avez compris, vous passez par un intermédiaire, donc vous gagnez moins. Ok. T'es obligé de faire ça? Non, pas du tout. Non. Justement, c'est ce que je dis. Non, je suis jamais passé par un intermédiaire. Ah, donc d'accord. Donc ça, c'est une des possibilités. Toi, t'as pas fait ça. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que n'ayez pas peur de consacrer du temps à construire votre projet. Parce que des fois, en passant par une solution de facilité, quelqu'un qui va vous faire votre site, quelqu'un qui va vous mettre dans un annuaire, quelqu'un qui va vous donner des prestations, en fait, c'est comme si vous passez votre vie à nager avec des brassards. Apprenez à nager. Ça vous coûtera ce que ça vous coûtera. Et après, vous pourrez faire le tour des océans. Mais c'est vrai, totalement. Et j'ai fait ce choix-là. En termes de salaire, je gagne mieux, beaucoup mieux que ce qu'on me proposait quand j'étais salarié dans les différents restaurants par lesquels je suis passé. Et on va dire que selon les périodes et selon les mois, au mois, on est entre 5 et 8. 5 et 8, d'accord. On parle en brut, comme en France, ou tu parles en net, là? Non, on va parler en brut. On parle en brut, en général. En France, on parle en brut. Ok. Donc ça, c'est avec le rythme que tu nous as annoncé. Ça veut dire, si j'en conclus, qu'on peut faire moins ou plus, et que celui qui veut faire... Toi, tu m'as dit que tu faisais les soirées, et 3 jours par semaine. Oui. Bon, mais celui qui veut bosser 5 jours par semaine, qui n'a pas de vie de famille, par exemple, qui veut gagner beaucoup d'argent, il peut faire encore plus si ça l'éclate, hein, si c'est son objectif. À voir si on arrive à garder l'esprit clair en faisant... Tous les jours. Tous les jours. Ouais, c'est à voir. Et à l'inverse, celui qui veut gagner moins d'argent parce qu'il n'a pas de famille et qu'il n'a pas de gros besoins, il a une vie un peu plus simple, décide de gagner 3 000 euros par mois et c'est cosy et c'est parfait, il peut aussi le faire, il peut se régaler comme ça ou pas? Ou tu le conseilles pas? Je prendrai pas les choses de ce point de vue. C'est-à-dire, je trouve que c'est compliqué de réussir à s'engager dans un projet en ne voulant y mettre que l'orteil. Mais t'as beaucoup de formules comme ça maintenant chez certaines personnes qui veulent pas faire beaucoup plus. Moi, c'est pas ma manière de faire. Je dis non quand je suis dépassé par le planning, on va dire, ou lorsque j'ai prévu que c'était mon temps d'arrêt. Mais dire tiens, je vais faire 1200, 1300. Je pense pas que dans mon métier, je pense pas qu'on puisse se dire tiens, je vais faire ça, c'est suffisant. On a besoin, je pense, pour moi, on a besoin d'être engagé et passionné certainement aussi. C'est ça qui va. Et après, évidemment, s'il faut répondre à cette question, évidemment que si vous êtes dans cette mentalité, vous allez pas prétendre à un poste incroyable dans un établissement, donc vous avoisinerez le SMIC horaire, et c'est vrai qu'en 3 dîners privés, vous gagnerez l'équivalent d'un mois de travail. Voilà, exactement, sans les contraintes. Si on est cuistot, on peut aussi l'envisager. En auto-entrepreneur, bien sûr. C'est une formule. Bien sûr. On a eu hier un enregistrement, un expert comptable qui nous expliquait qu'il ne voulait pas gagner tellement plus, mais il gagnait un salaire décent, et il voulait... alors qu'il était expert comptable. Et voilà, c'est quelque chose d'élément extrêmement important aujourd'hui, c'est que tous les métiers qui étaient des métiers où on était censé gagner beaucoup d'argent il y a quelques années, aujourd'hui sont revus et reformulés par la nouvelle génération qui en font des métiers qui sont modulés et qui se les approprient. Et ça, c'est génial. Ce sont des métiers où on devrait être hyper ambitieux. Eh bien non, l'ambition financière, je veux dire, n'est pas une priorité et ils l'adaptent à leur vie, leur mode de vie, l'envie de faire du sport, des familles, des passions, des loisirs. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui est assez passionnant. Alors, on arrive presque à la fin de notre podcast. J'ai encore 2-3 questions à te poser. Donc... est-ce que j'aimerais savoir, en fait, je te posais la question de la baguette magique, donc si c'était à refaire pour toi, tu refais tout pareil, a priori.
Oui. Si on fait abstraction de ton diplôme que tu pourrais, mais que tu n'es pas sûr de c'est vraiment pour donner un élément. Mais, oui, mais moi, sinon, je suis pleinement satisfait de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et j'en suis fier. Et j'aime raconter cette histoire parce que, quelque part, au travers de mon activité professionnelle, j'ai trouvé une partie de moi, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé de l'accomplissement, j'ai trouvé de l'épanouissement, même des fois avec un coup de baguette magique on pourrait dire je vais enlever les moments difficiles, mais en fait les moments difficiles ont été formateurs, fondateurs, et je m'en sers aujourd'hui pour faire face à des difficultés moindres. Parce que je me dis j'ai passé ça. Ça, ce qui vient, ça peut le faire. Bien sûr, ça donne tout est important dans un parcours. C'est vrai, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus aujourd'hui d'un point de vue professionnel ? Avoir beaucoup de créativité. Ouais. Parce que comme la cuisine et dessiner des menus, il y a un côté un peu artistique. Oh, vraiment, et on a beaucoup de créativité. Mais cette créativité, elle vient quand on a du temps pour lui laisser la place. C'est vrai, il faut laisser décanter un peu. La personne qui veut faire 5 prestations par semaine sans s'arrêter, il y a un moment où en fait il sera en mode robot, il pourra plus créer. Et oui, il renouvelle pas, il fait un truc plus standard, c'est une évidence. Donc avoir des belles sources d'inspiration pour avoir de la créativité et pour découvrir des nouvelles choses, ça j'aimerais bien. Se nourrir en fait. Te nourrir à tous les niveaux, en dehors de la cuisine. Là, je rentre de Norvège, j'ai découvert une autre manière de concevoir la table. Lorsque j'ai voyagé en Espagne, pareil, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, je parle beaucoup des voyages, mais pour moi, c'est vraiment... c'est autant nourrissant qu'un bon repas, le voyage en termes de découverte des cultures. Et puis voilà, que ça continue comme ça. Moi, je suis très content. T'es heureux. Ouais. Créativité, voilà. Surtout créativité, parce que j'aime. Pourquoi je réponds ça ? Je pourrais dire gagner plus, avoir plus de clients, des choses comme ça. Mais en vrai, pour avoir ça, la base. J'aimerais pas utiliser mon vœu pour avoir ça. J'aimerais utiliser mon vœu pour avoir cette créativité qui va susciter l'intérêt et la curiosité des gens, et donc avoir le reste. Oui, c'est joli parce que t'en parles un peu comme on reçoit un auteur, chanteur et comédien tout à l'heure, et ça me fait penser à ça. Quand on a échangé avec lui, c'est de ne pas avoir la page blanche et d'avoir toujours cette source. Il m'en parlait pour écrire et chanter. Et là, tu dis exactement la même chose pour la cuisine. Donc c'est assez touchant parce qu'en fait, on a l'impression que, alors que là, on est dans les métiers artisanaux et tout à l'heure, ce sera artistique. Et finalement, il y a un pont entre l'artistique et l'artisanat. C'est beaucoup plus fusionnel qu'on le pense sur bien toute une grande partie du métier. On arrive presque au bout, comme je te le disais, mais j'ai une question à te poser. Tu as derrière la caméra une Maëva qui a 30 ans et Jonathan, n'importe quoi, et Nathan qui a 24 ans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire en termes d'avenir professionnel à ces deux jeunes ? En ce qui les concerne, en ce qui me concerne. En général, le conseil que tu peux leur donner en tant que monsieur de... T'as 32, tu m'as dit, 32 qui a bien réussi. Si tu devais leur donner, j'aime pas le mot conseil, mais ouais, allez, conseil, c'est pas tabou. Tu leur dirais quoi ? C'est un peu... c'est un peu difficile de se mettre dans cette position. J'aimerais bien me conseiller moi-même avant de pouvoir conseiller les autres. Mais, a priori, tu t'es bien conseillé pour l'instant. Oui, mais voilà, je veux dire... c'est une posture d'être conseiller de quelqu'un. Non, mais prends pas la posture. C'est engageant. Mais juste qu'est-ce que tu leur dirais en termes par rapport à l'état général du marché ? De manière générale, pour moi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme message si tu préfères ? C'est penser positif, avoir confiance et être à l'écoute. Ce sont 3 choses qui sont pas, on va dire, c'est pas collé avec le monde du travail ou avec le marché de l'emploi, etc. Mais je pense que ce sont des qualités ou des manières de se positionner à la vie pour s'entendre, se connaître, comprendre les autres et voir comment on peut matcher ensemble. Et après, chacun, selon sa profession et son corps de métier, pourra s'articuler avec les autres. Bien sûr.
la clé, pour moi, je mets sur le même plan la rencontre avec notre partenaire de vie, la rencontre avec nos amis, la rencontre avec notre travail. Si on se connaît suffisamment bien soi-même, bah, du coup, on peut être bien avec les autres. Bien sûr. Si vous-même vous connaissez pas assez ou vous osez pas vous poser les bonnes questions qui vous tracassent, bah ça va être un peu plus fou. Et je pense qu'il faut commencer par là et pour aller plus loin. Bien se connaître. Alors, justement, la question suivante, c'était les 3 verbes qui t'accompagnent toujours. Est-ce que c'est ceux que tu viens de me citer alors ? C'est plutôt ça. Moi, on va dire les 3 verbes qui m'accompagnent toujours, c'est rien n'est impossible. C'est pas un verbe, mais c'est un peu le sens de la question. Oui, tout à fait. Rien n'est impossible, c'est la base. Rien n'est impossible. Prévoir l'imprévisible. Ouais, c'est intéressant ça. Voilà. Ouais. D'expérience, très important. Parce que prévoir l'imprévisible. Quand on prévoit l'imprévisible, quelque chose d'imprévisible arrive quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à... J'ai une anecdote sur ça. J'avais dû faire un buffet pour 150 personnes en continu pendant 36 heures. Ouf. Et il se trouve que c'était le 2e samedi du mouvement de blocage des Gilets jaunes. Alors, chacun ses combats, mais il se trouve que sur l'autoroute, la moitié de ma marchandise était bloquée dans le camion. Et donc, j'avais un petit carnet où j'avais noté ce que chacun de mon équipe devait faire, à quelle heure, avec quel produit, et les mettre à quel endroit. Je me suis dit, la veille au soir, je me suis dit, tranquille, tout est noté, demain je me réveille, café, tablier, cuisine. Et voilà. Et à 4h du mat, il y a l'entrepôt qui m'appelle. Oui, monsieur, vous n'allez rien recevoir. Donc voilà, prévoir l'imprévisible. Ah, c'est terrible. Et là, comment t'as rebondi ? Parce que là, c'est un truc de fou. J'ai pris mon équipe, on a pris des chariots et on a fait tous les supermarchés de proximité pour racheter. Et on l'a fait sur le tas. On a réimprovisé un menu et ça s'est fait. Rien n'est impossible. Bah, c'est un bel exemple. Le 3e point. Le 3e verbe. Ligne, voilà, la 3e verbe, on va dire. Le client ne veut pas savoir les coulisses de ce qui s'est passé. D'accord. Si à la fin, l'assiette arrive devant lui, chaude, propre, bonne, si derrière vous avez dû enlever un tracteur de l'autoroute pour passer, il ne veut pas savoir. Oui. Lui, il veut le résultat. Donc, avancer coûte que coûte. Si à la fin, le résultat il se présente bien, c'est objectif accompli. Ah, c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Il ne sait pas ce qu'il achète. Lui, il achète le rêve dans son assiette. Bien sûr, il y a un bon moment. Il y a une petite citation qui déchire de Charlie Namani ou pas ? Une citation... Ce que tu diras à ta fille quand elle sera un peu plus grande. Une. J'y ai pas encore pensé, mais disons que... ça vient vite. Moi, il faut jamais dire... non, je vais la tourner comme ça. Moi, je dis toujours oui, et après je vois. Oui aux rencontres, oui aux opportunités professionnelles, oui à des rendez-vous pour quelque chose qui a priori ne m'intéresserait pas. Je dis oui, et après on voit. Parce que si vous dites non dès le départ, vous vous offrez pas la possibilité de savoir en quoi ça consiste, d'avancer, ou de rencontrer quelqu'un à travers cette personne-là. Bien sûr. Donc voilà, toujours commencer par un oui. Et après, autre chose qui m'a permis de pas mal avancer, et ça rejoint la notion du culot qui m'a fait entrer dans ma première cuisine, c'est tant qu'on ne vous dit pas non, vous pouvez avancer. Mais c'est un peu vrai dans la vie, c'est vrai. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ah mais c'est très positif et ça te permet ton dicton là de dire d'abord oui, ensuite on verra. Il y a un côté volonté consciente ou inconsciente. Je pense que vu ton niveau, je pense que c'est plus que conscient de sortir de ta zone de confort. Tu te pousses aux fesses dans le bon sens du terme. Oh, j'aurais des histoires à vous raconter à ce sujet. Les oui, des fois, ils vous amènent dans des galères. Mais des galères sympathiques au final, parce que bon, si on prend les expériences de la vie comme des leçons ou comme des choses à... Des fois, vous allez vous taper une galère, vous allez vous retrouver à 120 km de Paris, dans une brasserie avec un gars semi-alcoolique à 10h du matin pour lui faire une formation. Bon, sur le coup, c'est galère, c'est bizarre, mais vous apprenez... sur le coup, j'ai appris que quand même en étant là où je suis...
je fais une petite digression. C'était dans une brasserie qui voulait faire une formation pour augmenter le nombre de couverts. D'accord. Et le panier moyen. Ouais. Et j'ai pris un tableau avec le nombre de personnes qui venaient. Et le problème, c'est que, en cumulé dans la semaine, le gars servait le nombre d'habitants de son village. D'accord. Donc je lui ai dit, mais en Donc, fait, il était au vous pouvez taquet. pas avoir plus de clients parce que personne, il C'est n'y le a max. pas d'autres personnes. À moins d'envoyer des flyers, d'aller faire un Mais tour non, dans le village d'à personne, côté. non, ça s'y présentait Ouais, pas. c'est trop long, ouais. Et du coup, de retour à la capitale, là où je suis installé, la densité de population Eh oui. nous donne un champ des possibles aussi qui est important. Et donc ça, il faut en avoir conscience, et il faut s'en servir pour ceux qui sont dans des endroits comme ça, ou à l'inverse, il y a toujours un avantage à être là où on se trouve. Quand je suis allé à New York, je me suis dit, mais attends, mais si à Paris c'est comme ça, à New York, c'est combien de fois plus? C'est grisant. Bah oui, c'est un peu foutre la trouille aussi quand c'est si oui, gros. bah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est à mais taille excitant, humaine, c'est quand pas même. mal. Ouais, c'est très excitant. Il y a un truc comme ça de réussir à New York, on dirait que c'est la vitrine du monde. Ouais, mais c'est un peu, à chaque fois qu'on dit il est à New York, surtout pour la cuisine, quand on sait qu'un producteur français envoie à New York tel ou tel produit, on dit il est arrivé quand même. Bien C'est sûr. vrai, faut être honnête, que ce soit le piment d'Espelette ou certains fromages, il est arrivé. Écoute, Charlie, on va te libérer parce que je sais que tu vas sur une grosse Ouais, je vais réception. allumer le four là. On te remercie 1000 fois pour le temps que tu nous as consacré. Merci de m'avoir invité, c'est Ouais, très, c'était très la agréable. moindre des choses et ça nous fait très très plaisir. On n'est vraiment pas déçus. On va, avant de dire au revoir à Maëva et à Nathan, je vous rappelle que bien sûr vous pouvez partager, liker, commenter, faire tout ce que vous voulez. Il en manque un, ça doit être liké, je crois, sur l'ensemble. Tous les trucs en haut, sachant que la chaîne est vraiment là pour vous et pour ça. Je salue Maëva et Nathan qui nous ont très gentiment accompagnés et je te remercie une nouvelle fois pour le temps que tu as bien voulu nous consacrer pour nous faire découvrir ton métier. Le mot d'ordre de la chaîne, le petit leitmotiv, c'est soyez vous-même. Ciao. Soyez vous-même.